Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Écoutez, je vais essayer de vous faire une présentation qui soit, bon, comment dire. On m'a dit, comment sait-on que des pratiques d'enseignement-apprentissage sont efficaces sur l'apprentissage des élèves? Donc sur l'apprentissage des élèves. J'aurais pu faire quelque chose de très méthodologique, etc. Donc c'est pas, je vais pas vous infliger ça. Mais évidemment, il y aura de la méthodologie sur les choses que je vais vous présenter. Mais mon propos va être tout d'abord assez rapidement de dire finalement qu'est-ce que c'est à mon avis que prouver en éducation. Voilà, en guise d'introduction et pour vous donner un peu finalement l'esprit dans lequel je vais présenter ces deux expérimentations, l'une qui s'appelle Parler, l'autre qui s'appelle Expire. Alors nous on avait pensé Expire dans le sens, pas dans le sens je m'allonge. Bon voilà, c'est voilà. Bon. Voilà. Et ces expérimentations, évidemment, seront des mises en forme, des illustrations, des principes que je vous aurai donnés ici. N'hésitez pas à intervenir dans le cadre de ma présentation si, voilà, si une chose n'est pas claire ou si vous trouvez qu'il y a un commentaire à faire. Alors, de manière assez rapide, prouver en éducation, apporter la preuve, apporter la monstration, plutôt que la démonstration, je réserve le mot démonstration aux mathématiques, mais la monstration que quelque chose marche mieux qu'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne prétends pas en épuiser toute la signification, mais je vais vous poser un certain nombre d'éléments qui pour moi sont des principes directeurs. Tout d'abord, il n'y a pas de spécificité logique, c'est bien logique, du monde éducatif. Le monde éducatif fait partie du monde social, et ce qui est vrai ou logique dans le monde social doit également être vrai ou logique dans le monde éducatif. Et donc, la causalité, finalement, est la même que partout ailleurs, et que je traite de je ne sais pas quoi, moi, de ce qui se passe dans les entreprises ou de ce qui se passe dans les écoles, la causalité reste indépendante de cela. Ça a l'air trivial de dire ça, mais je vous garantis qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça et qui disent, voilà, l'éducation c'est spécifique, voilà, on ne peut pas traiter le monde éducatif comme on parle, par exemple, je ne sais pas moi, de l'économie, comme on parle de la psychologie, etc. Voilà. Mais évidemment, c'est un contexte spécifique et il faut analyser cette spécificité et en particulier, comme dans tout monde social, il y a tout un ensemble de facteurs qui contribuent à la réalisation de ce qui se passe en classe. Il y a les élèves, il y a l'enseignant, il y a le milieu social environnant, il y a, etc., et tous les facteurs individuels et sociaux que vous pouvez imaginer. Ces questions-là ont bien été développées par un auteur qui s'appelle Jean-Claude Passeron, qui était, si vous vous souvenez, l'ancien co-auteur de Pierre Bourdieu, les fameux Bourdieu et Passeron, mais Passeron a pris sa propre voie après et a fait un travail épistémologique absolument remarquable sur les sciences sociales. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le travail d'épistémologie le plus profond qui ait jamais été fait sur les sciences sociales, c'est bien Passeron. C'est un livre qui s'appelle Le raisonnement sociologique, si vous voulez vous y intéresser. Et il a montré quoi? Il a montré que, et bien sûr, décrire le monde social, c'est aussi l'historiciser.
L'historiciser, c'est-à-dire le replacer dans un contexte historique, économique, social, donné, qu'on ne peut pas vraiment s'en affranchir. Ça ne veut pas dire que les phases d'expérimentation, de modélisation, ne sont pas absolument fondamentales. Il le dit explicitement, il faut faire ça. Simplement, il dit, on n'est pas tout à fait comme dans le monde physique, par exemple, où, lorsqu'on fait une expérience, on est à peu près persuadé qu'on a pu contrôler tous les facteurs influents dans l'expérience elle-même. Si j'étudie la corrosion des métaux, par exemple, et que je sais que ça dépend du milieu gazeux et de la température, ça, je peux le contrôler. Et dire, voilà, mon résultat que j'ai obtenu là, il sera valable à New York, à Katmandou, à Tokyo, où vous voulez. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le monde social, parce qu'il y a toujours cette contextualisation. Si je vous dis, par exemple, la taille des classes a un impact sur les acquisitions des élèves. Il faut mieux que la taille des classes soit relativement réduite. Bon, encore faut-il que je précise sur quels apprentissages, auprès de quels élèves, de quel niveau, et de quelle réduction je parle. Moi, j'ai un étudiant qui, il y a de ça quelques temps, c'est un étudiant tchadien qui a fait une thèse sur la taille des classes au Tchad. Figurez-vous qu'au Tchad, au lycée, une classe de petite taille, c'est 50-70 élèves. Hein, et ça peut monter jusqu'à 250. Donc évidemment, les variations entre 50 et 250 n'ont pas tout à fait le même impact que les variations entre, disons, 15 et 25. De toute façon, dès lors que vous dépassez 100, voilà, de toute façon, ils n'entendent plus rien. Donc vous pouvez même en mettre 500, ça ne changera rien, vous voyez, ou pas grand-chose. Voilà. Donc il y a quand même cet aspect-là qu'il ne faut jamais oublier. Et même si on a des méthodes expérimentales, et même si on a des méthodes statistiques très sophistiquées, il y a quand même toujours cet élément-là qui fait que la généralisation fait toujours partie de la question sociale. Ce que je montre à un moment donné, est-ce que je peux le généraliser ? J'ai montré ça dans l'enseignement primaire. Est-ce que je peux le généraliser à l'enseignement secondaire ? L'effet des chefs d'établissement aux États-Unis, ok, il est montré. Est-ce que c'est exactement le même type d'effet qu'on a ici, sachant que les rôles sont différents ? Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Voilà. Je retiens comme définition de la causalité quelque chose de très simple. La causalité, c'est quand les variations d'un facteur, et un seul facteur, entraînent des variations systématiques dans le phénomène que j'étudie. Si je suis capable de montrer qu'à chaque fois que je fais varier l'élément A, et seulement cet élément A, l'élément B bouge lui aussi, alors, voilà, je suis sur un schéma de causalité. Voilà. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Je sais par exemple que les historiens, s'ils veulent étudier les causes de mai 68, ils ne peuvent pas rejouer mai 68. Hein, d'accord ? Donc, il y a d'autres moyens d'investigation, mais qui ne relèvent pas, d'une causalité expérimentale stricte. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Donc, l'idée, c'est, en tout cas pour nous, d'essayer d'arriver à un raisonnement expérimental, toutes choses égales par ailleurs, qui soit le plus pur possible. Et voilà, et quand je fais varier seulement mes conditions expérimentales, ça produit par exemple des effets sur les apprentissages des élèves. Et à ce moment-là, voilà, j'ai de bonnes raisons de penser que l'effet, il est causal. Alors, comme nous sommes dans le monde social et que nous travaillons sur les agents sociaux, il se trouve que les agents sociaux ne se comportent pas comme des électrons qui entrent dans un champ magnétique. Parce que les électrons, qui entrent dans un champ magnétique, qui sont animés par leur propre trajectoire et par ce champ magnétique. Okay, donc on peut avoir ce genre de métaphore-là. C'est Pierre Bourdieu qui utilisait cette métaphore-là, pour tout vous dire. Elle n'est pas de moi. Mais il disait, mais c'est comme si en même temps les électrons, à un moment donné, ils pouvaient eux-mêmes décider un peu de leur trajectoire. Okay. Donc, finalement, ces agents sociaux, et notamment dans le monde de l'éducation, tout le monde a passé beaucoup de temps à l'école, tout le monde connaît l'école d'une certaine manière, et finalement, tout le monde a une espèce
d'expertise propre, entre guillemets, du monde scolaire, qui est la sienne, qui est très subjective. Mais finalement, est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'un enseignant, par exemple, voit pleinement les conséquences de ce qu'il fait? Bref, peut-on faire confiance juste à l'aspect réflexif des gens pour parler finalement de leur expérience sociale? Donc il y a là des choses qui sont importantes pour nous. Suffit-il, par exemple, de demander aux utilisateurs leur avis pour savoir si ce qu'ils ont fait a marché ou pas? Il y a eu récemment, bon c'est entre nous, hein, voilà. Il y a eu récemment un séminaire à Lyon sur justement ces questions de preuves en éducation. J'y étais invité, j'ai finalement pas pu honorer cette invitation parce que voilà, j'ai été convoqué ailleurs, mais j'ai un de mes collègues qui y est allé et qui m'a remplacé et qui m'a dit que dans ce séminaire, il y a des gens qui disent, qui soutiennent que la preuve de l'efficacité tient dans l'implantation. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de mettre en place, je ne sais pas quoi, moi, telle pratique pédagogique, je la mets en place, l'efficacité tient là-dedans. Il y a des gens qui tiennent ce discours-là. Au moins en France. Peut-être un peu moins ici, je pense, heureusement. Mais vous voyez, là, est-ce qu'il me suffit de regarder, de dire voilà, ça a été mis en place, monsieur machin me dit que ça a marché, et bien donc c'est bien pour lui, c'est bon pour lui, donc l'efficacité elle réside là-dedans. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Je vous donnerai un petit éclairage là-dessus. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais donc vous présenter deux expérimentations. L'une a été beaucoup plus connue que l'autre, simplement parce qu'elle est plus ancienne, c'est l'expérience parlée qui avait été initiée par Michel Zorman. Malheureusement, Michel Zorman nous a quittés, comme on dit. C'est une expérience qui a été réalisée dans la banlieue grenobloise et qui avait vraiment comme très ferme intention d'essayer de favoriser les acquisitions langagières des élèves des quartiers défavorisés. C'est vraiment parti au départ sur un constat d'inégalité, et d'inégalité très précoce, et en particulier liée au langage. Nous l'avons publié dans la Revue française de pédagogie, nous avons publié un article dans la Revue française de pédagogie, et nous avons voulu le publier dans une revue française pour que au moins le monde francophone connaisse ces résultats. Et quand je dis francophone, je sais que les centres d'éducation en Belgique ont un fonctionnement, heureusement, un peu différent, voire très différent, de ce qui se passe en France, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne lisent que des revues françaises. Voilà, c'est comme ça. Parce que ce qui est anglo-saxon, déjà c'est en anglais. Bon, c'est un petit peu gênant, voilà. Ils ne prennent même pas la peine de parler français. Voilà. Et puis, voilà, c'est souvent, voilà, c'est expérimentaliste, voilà, des petites choses comme ça, alors qu'en France, voilà, on a quand même des réflexions autres, etc. Donc on l'a publié en français, pour que ce soit connu comme ça. Voilà. Alors, je vous fais un bref état des lieux et des raisons de ce genre de choses. Tout d'abord, si on revient aux études PISA, donc en France, vous voyez, PISA 2000, sur les niveaux de compétences en compréhension de l'écrit. En France, 15% des élèves étaient en dessous du niveau 2, c'est le niveau 2, c'est les niveaux très, très bas, en dessous du niveau 2, en 2000. 20% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Mais regardez, vous voyez, en 2009, on est à 19,8. En 2015, on est à 21,5. Le système français est marqué par beaucoup d'inégalités, et ces inégalités s'accroissent inexorablement. Les élèves
défavorisés, en difficulté, sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus faibles. Je vous montre une autre étude qui vient, elle, alors de données nationales, françaises. On ne peut même pas douter que ça soit dû à la malignité de PISA et de l'OCDE qui fait pas plaisir aux Français et aux francophones. C'est l'évolution des performances en lecture, donc sur les mêmes items qui ont été reproduits à 20 ans d'intervalle, donc en 87, en 97, en 2007. Donc en bleu, vous avez la distribution des acquisitions, bon, une vague courbe de Gauss, vous voyez, qui est centrée sur 0, donc c'est centré réduit. Voilà, hop, comme ça. En 97, 10 ans plus tard, ça ne change pas beaucoup. Et vous voyez, en 2007, la courbe jaune, elle est nettement décalée vers la gauche. En 2007, les élèves sont clairement moins bons qu'ils ne l'étaient 10, 20 ans auparavant. Et vous avez ici l'évolution par catégorie sociale. Bon, on ne va pas toutes les détailler. Prenez juste en jaune les cadres. Les cadres, ils baissent un petit peu, mais quand même globalement, ils se maintiennent à peu près. Voyez. Pour tous les autres, c'est la chute, une chute assez vertigineuse, ce qui fait que, au bout du compte, non seulement le niveau moyen a baissé, mais les écarts sociaux se sont accrus. Voyez. Donc voilà la solution. La solution, non, c'est pas la solution. La solution, on verra après. Donc la situation du système éducatif français actuellement. Donc, parler est aussi une action fondée sur ce genre de constat terrible. Ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, l'acquisition du langage, qu'elle soit orale ou écrite, est fondamentale pour la réussite des études ultérieures. Ce qu'on sait, c'est que ces différences de compétences de langage, elles naissent. On les repère très rapidement, dès 18 mois. Dès 18 mois. Les médecins ont montré ça. Zorman était un médecin. On montre ça. 18 mois et jusqu'à 4 ans, déjà les choses se creusent, sont déjà là. Ça influence donc les apprentissages futurs. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est génétique ou quoi que ce soit. C'est évidemment dans le milieu familial que se font les interactions langagières qui font qu'on a plus de vocabulaire dans certains milieux que dans d'autres, on a des structures syntaxiques plus élaborées dans certains milieux que dans d'autres, on a des phrases qui sont moins coercitives au sens, il y a moins d'interdiction, il y a plus d'éléments de réflexion dans les milieux les plus favorisés. Tout ça, évidemment, a un impact sur le développement langagier. Donc parler, c'est une expérimentation qui vise à favoriser les acquisitions langagières dans les zones défavorisées. Et pour ça, on a mené un travail donc de mise en place de pédagogie spécifique depuis la grande section de l'école maternelle jusqu'à la 2e année élémentaire. Donc il y a un suivi de 3 ans de ces élèves-là. Donc les écoles sont des écoles défavorisées, Grenoble, Fontaine et Chirol, l'agglomération grenobloise, qui ont été choisies parce qu'elles avaient, à l'époque, il y avait des évaluations nationales au niveau de la 3e année élémentaire en France, et ces écoles avaient des résultats particulièrement bas. On a fait une allocation aléatoire, soit dans le groupe témoin, soit dans le groupe parlé, sans que les enseignants soient volontaires. Simplement, on avait l'autorisation des autorités académiques et l'autorisation des municipalités. Voilà. Et donc, on est allé dans les écoles, on leur a dit, écoutez, voilà, on est content de vous apprendre que vous faites partie d'une expérience. Alors, pour certains, on leur a dit, vous n'avez rien de spécial à faire. Voilà. Donc, ils ont dit, une expérience où on ne fait rien, nous, on veut bien. Voilà. Et puis, les autres ont eu peur. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous allez nous faire faire? Je dis, attendez. On va prendre le temps de construire avec vous, on arrive, on a des principes, on a des éléments, par exemple, on sait à peu près comment enchaîner les éléments phonologiques, etc. Et les séquences, on va les construire avec vous. Donc il y a eu tout un travail de préparation très long, et ça c'est très important. Donc, c'est quoi ce programme? C'est un enseignement explicite, systématique
du code alphabétique, donc dès la maternelle. Hein. Et la maternelle, en France, on n'est pas censé apprendre à lire, hein, mais on est censé préparer l'apprentissage de la lecture. Et dans un contexte pédagogique qui va valoriser la lecture. On va avec les élèves leur présenter des textes. Enfin, je sais bien que ça se fait dans toutes les écoles maternelles, hein, mais là, de façon encore plus systématique. Travail sur la conscience phonémique, développement des connaissances phonologiques, hein, avec tous les aspects de combinatoire. Alors, les ateliers de fluence de lecture, bon, ça c'est venu évidemment plus tard, hein, au niveau du CP et du CE1. Quelques ateliers de production d'écrit, et même un travail sur une orthographe un peu plus systématique, même si évidemment on ne donnait pas de règles extrêmement formelles, évidemment, dès le CP par exemple. Voilà. Et un travail explicite sur la compréhension. Compréhension orale évidemment en maternelle, puis ensuite petit à petit compréhension écrite, et aussi avec quelques exercices de lecture partagée. Donc le travail de compréhension explicite, c'est un travail sur les spécificités du langage écrit. Donc, on va notamment travailler, mais je vais vous illustrer cela, hein, sur les connecteurs entre les phrases. Selon que deux propositions sont liées par « et », par « ou », par « mais », par « donc », est-ce que ça a les mêmes conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et on sait qu'il y a des choses qui sont difficiles, qui sont des problèmes, justement, de la compréhension. Tout ce qui est de l'ordre des anaphores, par exemple, alors les anaphores, ce sont les reprises. Hein. Par exemple, si je vous dis Paul est à la maison, il fait ses devoirs, bah, le il est une anaphore. Hein. Enfin, il faut comprendre que le il, c'est Paul. J'ai dit Paul, c'est ça, oui. Bon. Voilà. Et parfois, c'est plus compliqué parce que le pronom peut être placé un petit peu plus loin, ou il peut y avoir deux personnages. Juliette pousse Thomas. Non, j'aurais dû dire Juliette pousse Marie. Elle a mal. Ah, bah le elle, c'est qui? Vous voyez bon, voilà. Bref, on va travailler là-dessus. Et pour ça, alors on a organisé les classes en petits groupes interactifs, ce qu'on appelait des groupes de besoins, entre guillemets. C'est-à-dire on avait des évaluations précises, hein, des acquisitions, des compétences des élèves, et puis en fonction de ce qu'on voyait, de petites difficultés, de choses comme ça, on les mettait en groupe, et puis on allait travailler un petit peu spécifiquement avec eux. Et au bout du compte, vous voyez, 6 heures par semaine en petits groupes. Alors, le groupe 4, qui était le groupe le plus en difficulté, sur le besoin particulier, hein, on n'a pas fait des groupes de niveau fixes et qui ne bougent pas. C'était, voilà, par exemple, à un moment donné, un élève, par exemple, avait des difficultés, par exemple, avec les rimes, par exemple, supprimer des rimes. Eh bien, on travaillait spécifiquement ça avec lui et les quelques élèves qui avaient la même difficulté. Et on arrive au bout du compte, finalement, au bout des 3 ans, à, vous voyez, 150 à 200 sessions par élève. Hein. Donc, c'est quand même assez massif. Et on donnait aux enseignants des outils d'évaluation précis, trimestriels, pour qu'ils puissent voir, effectivement, où en étaient les élèves. Alors, excusez-moi, ce sera la seule diapo en anglais. En fait, j'ai pas eu le courage de la retraduire. Mais voilà, par exemple, comment on peut travailler avec des enfants de 5 ans, hein, qui ne maîtrisent pas l'écrit encore, hein, sur la compréhension du langage. Par exemple, on peut leur faire détecter des incohérences. Par exemple, si on dit, allez, c'est l'heure d'aller à l'école, papa et maman conduisent Anthony. Et on montre ces photos-là. Et on demande à des élèves de 5 ans de nous dire si cette phrase, enfin, si cette image correspond à la phrase qui a été dite. Et pour les enfants de 5 ans, c'est pas si facile que ça. Parce que papa et maman, ils sont là. Et puis, Anthony, il est là aussi. Et puis, il y a bien une voiture. Ah oui, mais manifestement, bon, une petite épuisette, il y a des valises. Bon, il ne semble pas aller à l'école. Et puis, est-ce qu'ils sont en train de le conduire à l'école? Ben non, ils ne sont pas en train de le conduire à l'école. Peut-être qu'ils vont le conduire quelque part,
mais pour l'instant, ils ne sont pas en train de le conduire quelque part. Vous voyez ? On peut aussi travailler sur l'interprétation des connecteurs. Par exemple, aux élèves, on leur présente 3 images, comme ça. Et puis on leur dit, Guillaume a très soif, il ouvre une bouteille de jus de fruits, puis il remplit son verre avant de le boire. Vous voyez ? Il y a un puis qui est un avant. Voilà. Et donc, bien sûr, vous avez compris, il s'agit de faire ranger dans l'ordre ces images-là, de manière à ce qu'elles correspondent à la phrase. Donc, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander dans quel ordre vont ces images-là, mais évidemment, il faut comprendre que d'abord, la bouteille, elle est fermée, qu'il faut l'ouvrir, qu'ensuite on verse et qu'ensuite on boit, quoi. Voilà. Bon. De la même manière, on peut déjà les initier à ce qu'on appelle le modèle de situation. Vous savez, des phrases, un texte, c'est essayer de trouver quel est le modèle de la situation qui est décrit dans cet écrit. Donc, par exemple, allez, dit papa à Lucie et à Tony, installez-vous sur le banc, je vais vous prendre en photo. Quelle est la photo qui correspond à ce texte-là ? Et là, on fait discuter les élèves entre eux, hein, on leur dit, alors, et toi, à ton avis, et toi, et voilà. Puis on dit, allez, essayez de vous mettre d'accord. Et bien évidemment, je vais vous prendre en photo, il n'est pas en train de les prendre en photo. Là, vous voyez, il y a le flash. Bon, là, évidemment, on a expliqué aux élèves ce que c'était qu'un flash, etc., etc. Vous voyez. Donc, on peut travailler spécifiquement cela avec des élèves. Mais évidemment, c'est explicite, c'est systématique, donc c'est régulier, c'est fréquent. Alors, tout ce dispositif ayant été mis en place, ayant été développé voilà, donc en grande section de maternelle, en première année élémentaire, en deuxième année élémentaire, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il n'y avait pas un très grand nombre de classes, il n'y avait pas un très grand nombre d'enfants, pour des raisons qui tenaient voilà, les difficultés de mettre en place cette étude-là. Et je tiens à dire que tout ce que je dis là a été suivi très régulièrement avec des conseillers pédagogiques qui avaient été formés spécialement pour ça, par les chercheurs qui allaient dans les classes. Tous les tests que je vais vous présenter sont des tests qui ont été passés individuellement auprès de chaque élève, donc une grande qualité de données. Voilà. Donc on a fait des évaluations, alors en grande section, en CP, au début du CE1, à la fin du CE1, donc CE1 c'est la deuxième année élémentaire. Hein. Voilà. Et on a évidemment d'abord voulu cerner le niveau d'acquisition d'entrée des élèves, et évidemment mesurer leur niveau d'acquisition en sortie. Alors on a pris beaucoup de choses. La logique verbale et non verbale, à travers les épreuves de la WIPSI ou du WISC. On les a testés en vocabulaire, en compréhension orale, en production de langage, en phonologie, et à la fin même on a ajouté les évaluations nationales de CE2. Passation individuelle, donc sauf pour les évaluations nationales, et évidemment on avait récolté tout un ensemble de renseignements sociodémographiques et même médicaux. On avait par exemple le nombre de semaines d'aménorrhée, hein, donc voilà, on savait si un enfant était prématuré ou pas, on savait combien de temps il avait passé par exemple à l'hôpital, on savait, enfin, etc. etc. Hein, donc même au niveau visuel, voilà. Les groupes étaient très semblables au départ sur toutes les habiletés mesurées. Alors, on a eu une assez forte attrition. Évidemment, sur 3 ans, vous perdez des élèves. En plus, de la maternelle à l'élémentaire, ce n'est pas forcément le même groupe scolaire. Donc, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, mais ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. On s'est assuré néanmoins qu'il n'y avait pas de biais de sélection. C'est-à-dire que la probabilité de disparaître ne différait pas entre le groupe expérimental et le groupe témoin. Alors, je vais vous présenter les résultats. Les résultats, du coup, en fin de CE, au bout de 3 ans. Donc. Ce que vous avez ici, c'est
le niveau de compréhension de l'écrit. Hein, voilà, donc on leur demande de comprendre des textes. Hein. Vous avez, on a donc le groupe témoin, évidemment, le groupe expérimental parlé, mais on a aussi, pour ces épreuves-là, le niveau national. Souvenez-vous, toutes ces écoles sont des écoles des quartiers défavorisés. Elles appartiennent toutes au réseau d'éducation prioritaire. Elles ont été sélectionnées, ces écoles, parce qu'elles avaient des niveaux d'évaluation très bas. Bon, on a voilà, mis des couleurs hein, pour les différents niveaux de difficulté. Donc vous voyez, ici en grenat c'est les forts, et puis en bleu, bon, puis c'est un autre grenat, je ne les vois pas très bien. Voilà, les élèves voilà, très faibles ou en très grande difficulté qui sont ici. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous frappe tout de suite. C'est la similitude entre ce qui se passe pour le groupe expérimental et ce qui se passe au niveau national. Et la grande différence par rapport au groupe témoin. Si on creuse un petit peu, si on prend les élèves vraiment en très grande difficulté, ils sont 25% dans le groupe témoin, 12% dans le groupe parlé, 18% dans l'évaluation nationale. Donc vous voyez, au bout de 3 ans, ces élèves des quartiers défavorisés, dans une zone d'éducation prioritaire, ont des résultats en compréhension de l'écrit qui sont similaires au niveau moyen national. Oui. Voire un petit peu meilleurs. Mais bon, voilà. Disons, ils sont au moins similaires à ça. Voilà. Et avec une différence ici, qui est évidemment énorme. Si vous regardez, là, c'est un indicateur de fluence de lecture, c'est-à-dire la rapidité de lecture, c'est-à-dire le nombre de mots lus correctement par minute, qui est donc un indicateur notamment du décodage, mais aussi un petit peu de la compréhension. Mais bon. Là encore, vous avez les forts en rose, et puis vous avez ceux qui sont en grande difficulté, voilà, qui sont aussi en grenat et en bleu. Là encore, vous voyez, il y a une similitude. Alors, excusez-moi, voilà, l'histogramme s'est inversé. Le groupe expérimental est là, vous voyez. Là encore, il y a une relative similarité avec un groupe. Alors, cette fois, ce n'est pas le groupe national, mais c'est un groupe standard. C'est l'étalon donc, de ce test de fluence. L'étalonnage, il est là. Vous voyez. Et ici, le groupe témoin. Donc, à nouveau, on a un groupe parlé voilà, qui lit plus vite, qui lit plus correctement que les autres. Je vous donne juste une petite anecdote par rapport à ça, qui est aussi instructive par rapport à ce qui s'est fait et ce que ça a laissé dans les classes. Un des problèmes en éducation, c'est qu'on a du mal à faire de la recherche et développement. On a du temps, de l'argent, des moyens pour travailler sur une certaine période. Puis au-delà de cette certaine période, on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent, il faut publier. Et puis souvent, on n'a pas les moyens de raffiner encore les choses. Donc, on laisse les écoles finalement fonctionner comme ça. Mais on y est retourné et on a discuté avec ces écoles qui ont dit que ça a vraiment créé chez elles une dynamique, vraiment des discussions entre les enseignants. Et c'est une anecdote, mais je pense qu'elle est assez illustrative. Il y a un directeur d'école qui nous a dit, moi, je continue de faire passer des tests de fluence de lecture à tous les élèves de l'école. Et quand on y est allé, les élèves du groupe parlé étaient en 4e année élémentaire. Vous savez, donc 1 an pour traiter les données, et puis etc. Et ce qu'il nous a dit, c'est que donc, les élèves de 4e année élémentaire lisaient plus vite que les élèves de la même école qui étaient en 5e année. Oui. Alors, ne prenez pas peur. Maintenant, ça, ce sont des résultats bruts. Après tout, vous pouvez me dire, oui, mais peut-être qu'ils étaient aussi un petit peu différents, enfin, les mini-différences de départ, enfin, ça, vous n'avez pas contrôlé le niveau, etc. Si, alors on va le faire. Hein, et donc, on contrôle
alors moi, ça me gêne un peu le truc là, mais oui. Donc, on contrôle le mois de naissance, la catégorie socio-professionnelle du père. On contrôle la capacité attentionnelle au départ. On contrôle les connaissances préscolaires, la production syntaxique, la conscience phonologique, etc., etc. La compréhension de phrases, etc., etc. Ah, je vois qu'il y a un petit décalage de la logique non verbale mesurée par la WIPSI, la logique verbale contrôlée par la WIPSI. Bref, tous les éléments qu'on avait au départ. D'accord ? Et on teste donc l'effet du groupe expérimental sur les mesures qu'on a en fin de CE1. Compréhension lecture, orthographe, compréhension de phrases écrites. Ça, c'est le test ECOS. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est par exemple, on dit je sais pas quoi, le monsieur pousse la dame. Et puis, il y a 4 dessins, il y a un monsieur qui pousse une dame, il y a une dame qui pousse un monsieur, il y a une petite fille qui pousse un petit garçon, enfin, etc., etc. Et il faut trouver la bonne phrase. Donc, c'est un test de morphosyntaxique. L'affluence de lecture de texte, le vocabulaire mesuré de deux façons, alors à la fois ce qu'on appelle en étendue et en profondeur, la logique non verbale mesurée par le WISC, et la logique verbale mesurée par le WISC. Alors, je suis désolé, mon trait rouge, il n'est pas au bon endroit, mais les résultats sont ici. Vous voyez, groupe expérimental. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des étoiles partout, donc tout est significatif. Hein, et les tailles d'effets sont là. Donc, compréhension lecture, le groupe parlé est à 0,5 écart type au-dessus du groupe témoin. En orthographe, 0,28 écart type au-dessus. En compréhension de phrases écrites, 0,9 écart type au-dessus. Fluence de texte, allez, 2 tiers d'écart type au-dessus. Vocabulaire, 1 tiers d'écart type au-dessus. Logique non verbale, 0,45 écart type au-dessus. Logique verbale, 0,63 écart type au-dessus. Dans toutes les dimensions évaluées, les élèves du groupe parlé sont au-dessus des autres. Et vous voyez, ça varie en gros entre 30% d'écart type et 90% d'écart type. Ce qui sont des valeurs importantes. Alors, si vous les rapportez à 3 ans, c'est pas si magique que ça. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas les effets à la John Hattie, 0,40, c'est un effet moyen. Enfin, je me demande toujours comment il arrive à trouver ça. Mais bon, enfin, mais bon, oubliez cette remarque. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire dans les faits. Mais on voit bien que ça pèse énormément au bout de 3 ans. Donc, ouais, bon, là, c'est juste une toute petite animation, je me suis amusé, excusez-moi. Hein. Voilà. C'est comme si le groupe témoin était là, hein, sous l'hypothèse de normalité des résultats. Voilà. Et par exemple, pour la compréhension de texte, hein, sur le test de l'Écosse, voilà. C'est-à-dire que le groupe parlé, il est là. Le groupe témoin, il est là. Et, évidemment, la médiane, sépare les 50% les plus forts des 50% les moins forts. Mais à quoi correspondent les 50% des plus forts ou les 50% des plus faibles du groupe parlé? Eh bien, regardez. Ils sont 81%. C'est-à-dire que les 50%... Non, je vais le dire autrement. L'élève médian du groupe parlé est plus fort que 81% des élèves du groupe témoin sur l'habileté de compréhension de phrases. Je vous ai traduit cela pour chacun des tests. Hein, voyez. Donc, vous voyez, par exemple, donc, ce que je vous ai montré, c'est ça. Hein, la compréhension, voilà, sur l'Écosse, l'estimation, c'est 0,89 écart type. Donc, l'élève médian du groupe parlé est plus fort que 81% des élèves du groupe témoin. Donc, sur les épreuves nationales, vous voyez, il est plus fort que 70% ou 61% des élèves. Sur le vocabulaire, il est plus fort que 64%.
Sur le QI performance, 68%, etc., etc. Oui. Donc ce sont des effets qui ne sont vraiment pas des effets mineurs. Même si, évidemment, je le répète, ce sont des effets qui s'obtiennent au bout de 3 ans. Hein. Alors, en plus, il y a peu d'effets d'interaction. Donc, globalement, ce dispositif parlé, il bénéficie à peu près à tous les élèves de la même façon. Ça va? Je ne vous ai pas perdu Ok. Donc, je vais maintenant vous présenter une autre expérimentation. J'ai le temps? Oui. Donc, celle qui s'appelle Expire, et qui cette fois porte sur les mathématiques. C'est à nouveau une expérience randomisée, mais cette fois de beaucoup plus grande ampleur. Vous allez voir, on a une centaine de classes. Donc pour l'apprentissage de notions mathématiques à l'aide d'un dispositif numérique qui en l'occurrence est le logiciel qu'on appelle le logiciel Scratch, qui est un logiciel gratuit qui a été développé par le MIT. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, il est assez utilisé dans les classes. Et donc nous, on a mis en place donc, aux 4e et 5e années scolaires, donc des élèves de 9-10 ans, des séances d'enseignement de notions mathématiques avec ce logiciel Scratch. Alors, là encore, petit état des lieux en mathématiques, l'apprentissage des mathématiques en France devient un gros sujet. Pourquoi? Parce qu'à l'enquête Teams 2016, nous étions parmi les pays européens les derniers en maths et les avant-derniers en sciences. Oui. PISA montre de fortes inégalités sociales, voilà, en maths également, comme en lecture, comme en sciences. Et voilà, je vous représente des données du ministère. Vous avez ici l'évolution des acquis des élèves, en fait, de 87 à, non pas 2007, mais 2017. Regardez ce qui se passe. Vous avez ici la distribution des scores, donc on est d'accord, ce sont les mêmes épreuves mathématiques qui sont passées, hein, par une cohorte en 87, par une autre en 97, une autre en 2007 et une autre en 2017. Oui. Une chute régulière des acquisitions, à tel point que si vous regardez la médiane, regardez la médiane des acquisitions de 2017, où elle tombe en 87. Elle tombe chez les mauvais élèves. Chez les mauvais élèves. Un élève moyen de 87 est un très bon élève maintenant. Vous voyez ? Et là, c'est par catégorie sociale. Vous voyez, même les cadres chutent. Vous voyez ? Tout le monde chute. C'est ça le constat actuel. Donc, on a pensé qu'il pouvait être intéressant de mettre en place des séquences d'enseignement des maths via le logiciel Scratch. Alors, voilà ce logiciel Scratch, voilà comment il se présente. Je vous ferai un petit démonstrateur tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, voilà, on peut faire travailler des notions mathématiques, par exemple la division euclidienne, aux élèves, en les faisant travailler par ces petits algorithmes qui sont en fait des algorithmes graphiques. Alors évidemment, ils n'ont rien à écrire. C'est juste que chaque petite pièce de puzzle ici représente quelque chose. Un opérateur, par exemple plus, moins, diviser, multiplier, etc. Et puis il y a des valeurs. Je peux ajouter, je peux retirer, etc., etc. Avec cette idée que finalement, on fait là des mathématiques peut-être un peu ludiques. Vous voyez, c'est un logiciel qui est assez ludique, qui est libre, donc finalement, il n'y a pas de coût particulier à l'implanter, hormis le fait d'avoir des ordinateurs. Et puis le logiciel lui-même donne des feedbacks directs. Finalement, on évite peut-être la peur des mathématiques, l'anxiété face aux maths, etc.
Là encore, les résultats internationaux montrent que les élèves français ont plutôt tendance à être assez anxieux, notamment face aux maths. Et donc, évidemment, on a une hypothèse. Peut-être que ça favorise l'acquisition des habiletés mathématiques, et peut-être que ça réduit les inégalités scolaires, peut-être que, notamment via le fait qu'on a moins le sentiment de faire des maths, mais qu'on en fait quand même. Je précise que ce travail a été mené en collaboration avec des informaticiens et des didacticiens des mathématiques qui n'ont pas l'habitude, eux, en France, de travailler de manière expérimentale, plutôt sur des plans cliniques. On va observer ce que fait un élève, ce que dit l'enseignant, etc., etc. Donc, bon, voilà Grenoble. Donc, 46 écoles, 109 enseignants, 2500 élèves, et évidemment des conditions différentes. Alors, la condition numérique est un petit peu surreprésentée en nombre, tout simplement parce qu'il y avait une partie des élèves qui faisaient aussi des activités périscolaires. Non obligatoires, mais périscolaires. Voilà. Donc, ça, en fait, il y a 3 groupes, mais voilà, je les regroupe parce qu'il n'y a pas d'effet, en fait, sur les... Voilà. Donc, cette fois, vous voyez, on est sur une grosse étude ambitieuse. Voilà. Donc, voilà, par exemple, comment se présente le logiciel. Vous voyez, là, on est, par exemple, sur de la division euclidienne. Donc, on peut prendre un bloc, on peut faire répéter, par exemple, s'il faut arriver, vous voyez, à une certaine valeur, comment on peut faire, vous voyez, enfin, comment dire, étape par étape, vous voyez. Donc, là, finalement, les élèves, par groupe de 2, construisent leur algorithme. Ensuite, ils l'exécutent. Ça donne un résultat. Ensuite, on fait traduire ça par une écriture mathématique. Voilà. Donc voilà le principe. Je ne vais pas développer évidemment trop ici. Voilà. On a travaillé 3 notions. La division euclidienne, la décomposition additive, les fractions. Les fractions simplement en 5e année, parce que ce n'est pas au programme de la 4e année élémentaire. Donc 2 groupes, évidemment. Donc on a testé évidemment les élèves au début, donc un test début assez général en mathématiques, voilà, caractéristiques élèves, caractéristiques enseignants, voilà. À chaque séquence, alors chaque séquence sur une notion était composée de 4 séances. Et il y avait exactement la même chose, évidemment, on contrôlait le temps pour le groupe témoin. À chaque fois, on avait un pré-test, un post-test, donc pour chacune de ces notions. Et puis, en fin de semestre, on avait même un test final. Alors, quelque chose de très important dans ces choses-là, c'est aussi de réfléchir à l'acceptabilité chez les enseignants. C'est faisable, c'est acceptable, ils se sentent à l'aise avec ça ou pas du tout. Bon, donc on vient aux avis. Voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, après la formation, est-ce que les enseignants ont l'impression de maîtriser la séquence de division euclidienne ? Je précise que, évidemment, ils ont été formés à la fois sur les notions mathématiques à enseigner, la façon de les enseigner, et ils ont été formés également sur Scratch. Et le groupe témoin a reçu évidemment la formation sur les notions, mais évidemment n'a pas eu la formation sur Scratch, à proprement parler. Vous voyez, regardez, oui, ils maîtrisent plutôt ou tout à fait, vous voyez. Voilà. Bon, ça va. Est-ce qu'ils ont l'impression de maîtriser la séquence décomposition des nombres entiers ? Oui, plutôt. La séquence fraction ? Oui, plutôt. Résolution de problèmes ? Oui, plutôt, etc. Après la formation, est-ce qu'ils ont une maîtrise suffisante de Scratch ? Donc pour le groupe témoin. Oui, plutôt. Voilà. Voilà. Alors, on interroge ensuite les enseignants sur les élèves. Est-ce que les élèves sont motivés pour les séances avec ordinateur ? Regardez. Wow, tout à fait d'accord. Oui, les élèves sont motivés.
Ils développent plus de motivation pour les séances de maths avec ordinateur qu'avec les séances traditionnelles. Plutôt d'accord, d'accord, tout à fait d'accord, vous voyez. Bon, voilà, encore. Bon. Ça permet de travailler le sens des notions mathématiques. D'accord, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. Ça présente l'intérêt spécifique d'amener certains élèves en difficulté à s'impliquer davantage dans les activités scolaires. D'accord, tout à fait d'accord. Oui. Bref, selon l'avis des enseignants, le dispositif déjà fait preuve d'une bonne acceptabilité, ils sont contents, voilà, ils sont contents de la formation, ils sont contents de l'avoir mis en place. Ça favoriserait la motivation des élèves, l'acquisition du sens des opérations, et même ça favoriserait l'engagement des élèves en difficulté. Ben voilà, je peux arrêter là ma présentation. Donc ça marche. Sauf que, bah évidemment, on a les caractéristiques des élèves, d'entrée, etc. Là, je vous présente le modèle sur la division euclidienne. Regardez, donc, en contrôlant le score de début, en contrôlant le pré-test, selon qu'ils sont en 4e année ou 5e année élémentaire, selon qu'ils sont en avance, en retard, celui qui sont en éducation prioritaire ou pas, etc., etc. Le groupe XP, moins 0,16 écart type. La différence n'est pas énorme, mais dans le groupe expérimental Scratch, on maîtrise, au bout du compte, moins bien la division euclidienne que dans le groupe témoin. Est-ce que c'est juste la division euclidienne? Mais non. Décomposition additive, moins 19, moins 0,19 écart type. Les fractions, moins 0,22 écart type. On a vu une hypothèse, ça améliore les acquisitions mathématiques. Ben non. 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 On avait une autre hypothèse. Peut-être que ça peut réduire les écarts. Donc là, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des interactions avec le niveau initial? Est-ce qu'il n'y a pas des interactions avec le fait que les élèves soient en avance, en retard ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des interactions avec l'éducation prioritaire? Non significatif, non significatif, non significatif. Le dispositif ne réduit pas les inégalités scolaires. Il fait, en moyenne, baisser baisser, par rapport évidemment au groupe témoin, les acquisitions mathématiques. Alors, évidemment, on n'est pas content avec ces résultats-là. Et il faut chercher des pistes explicatives. Donc, alors, on fait des observations dans les classes, on discute avec les enseignants, on les filme, etc., etc. Donc, problème d'implantation, c'est toujours possible, mais de toute façon, l'implantation, elle fait partie du dispositif. Vous mettez en place un dispositif, et vous savez qu'il va y avoir de la variation. Certains vont le mettre en place plus que d'autres. Si vous avez une excellente politique publique, soi-disant, où vous dites, voilà, il faut faire telle chose, mais personne ne sait le mettre en place comme il faut, voilà, ça fait partie du résultat. Une maîtrise insuffisante de Scratch, probablement pas. Alors là, peut-être que les élèves se trouvent en double tâche. Peut-être qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour les élèves. Ils doivent travailler algorithmiquement, ensuite ils doivent faire la conversion sur papier, mathématiques, la transcription, l'algorithme, les maths, etc. Il y a un changement de registre sémiotique. Lorsqu'on lit Duval, par exemple, il nous a montré que ça posait des problèmes. Peut-être même que Scratch est un peu distracteur. Quand on les observe, certains ont tendance un petit peu à s'amuser avec le logiciel. Et donc voilà, on est en train de faire des analyses qualitatives et maintenant on travaille sur les variables cognitives, motivationnelles. L'anxiété, la motivation, etc. Les modèles ne sont pas finalisés, mais je peux déjà vous dire par avance
que ça ne va pas changer drastiquement les résultats qu'on a. Il ne semble pas qu'il y ait d'effet bénéfique sur les aspects cognitifs. Voilà. Donc, pour revenir à notre propos initial, comment sait-on qu'un dispositif marche, qu'il fait bien apprendre les élèves? Eh bien, suffit-il de demander aux participants? Ben non. Non. Et là, on est en train de travailler avec le rectorat et l'inspection académique pour leur dire arrêtez de vouloir diffuser ça partout. Parce qu'eux, ils sont contents. Ils disent ah, les enseignants sont super contents. Ils ont une super formation, ils sont contents, ça marche bien. Vous, on le diffuse. Ils disent non, 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 non. L'évaluation montre que. Voilà. Donc, bien sûr, il faut des méthodes rigoureuses d'investigation et d'évaluation. Et alors là, je ne fais que l'esquisser, mais voilà, après, comment passe-t-on finalement d'échelle petite, parler c'est une petite échelle, à une plus grande échelle, voilà. Et même Expire, qui était à un certain niveau d'échelle déjà plus étendu, mais comment déjà l'améliorer, et si on réussit à l'améliorer, comment essayer de le démultiplier. Voilà, ça c'est un autre problème. Voilà. Bon, je m'arrête là.